On est là, on est réunis ensemble pour vous présenter les études de langue à l'université. Les études de langue à l'université, donc on va vous présenter les études en anglais, les études en breton et les études en espagnol. Et donc je vous présente, alors toutes mes excuses si j'écorche les noms, Madame Angélibert, qui va vous parler, qui va vous présenter les études en anglais, Monsieur Le Pipec qui va vous présenter les études en breton à l'université, et Madame Balin Zanqueta qui va vous présenter les études en espagnol. Donc moi je suis Valérie Darmocral, je suis de Cap Avenir. Cap Avenir, c'est le service d'information, d'orientation, d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat de l'université. C'est-à-dire qu'on a pour mission de conseiller, d'aider tous les étudiants de l'université sur leur orientation tout au long de leur parcours universitaire, c'est-à-dire en première année, en deuxième année, en troisième année, en master. On est là pour les accompagner. Et puis, on est aussi là pour organiser tout un tas de manifestations pour les lycéens qui veulent découvrir l'université d'une manière ou d'une autre. C'est la raison pour laquelle je vous parlerai tout à l'heure c'est la raison pour laquelle on organise cette conférence, et c'est la raison pour laquelle je vous parlerai aussi tout à l'heure des possibilités d'immersion qui vous sont offertes à l'université. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Madame Angélibert. Et puis, alors on n'a pas d'étudiants ce soir, malheureusement, on n'a pas, bien évidemment, après les temps de présentation, on pourra répondre à vos questions. Et puis cette séance est filmée, donc il sera possible, si vous n'arrivez pas à prendre les notes que vous voulez, il sera possible de la revisionner sur le site de Cap Avenir que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et tous, donc Gwendoline Angélibert, je suis responsable de la licence LLCER anglais. Donc une petite présentation déjà, parce qu'en fait on fait tous partie ici de la même mention de licence LLCER, langue, littérature, civilisation étrangère et régionale. Alors parfois vous verrez culture plutôt que civilisation, une petite question de vocabulaire, mais c'est la même chose. Et cette licence langue, littérature et culture étrangère et régionale, elle se décline en plusieurs langues en fonction de votre langue de spécialité. C'est pour ça qu'on est là tous les 3 mois pour l'anglais, le breton et l'espagnol. Donc ce sont 3 licences différentes, mais en fait l'organisation des études est la même dans ces 3 licences. Donc en ce qui me concerne, je suis responsable du parcours anglais. Pour celles et ceux qui ont, par exemple, choisi la spécialité à LLCER anglais au lycée, hein, ça vous êtes un peu de ce qui se fait en LLCER, c'est une continuation. Je tiens cependant à préciser dès maintenant que ce n'est pas une obligation d'avoir suivi la spécialité LLCER au lycée pour intégrer une licence LLCER anglais à l'université. Petit aparté aussi sur Parcoursup, la licence LLCER anglais à l'UBO et dans la plupart des universités françaises est une licence non sélective, c'est-à-dire que nous avons un taux d'accès à 100%. Tout étudiant qui veut s'inscrire en LLCER anglais peut s'inscrire en LLCER anglais. Donc voilà, ça c'est un petit peu aussi pour calmer peut-être des inquiétudes qui pourraient avoir lieu vis-à-vis de Parcoursup. Tout étudiant qui veut venir en LLCER anglais peut s'inscrire en LLCER anglais. Donc il n'y a pas de sélection via Parcoursup. Le profil type d'étudiants qu'on a en général, c'est simplement des étudiants qui sont curieux de la langue anglaise, qui aiment la langue anglaise dans toutes ses formes et toutes ses variétés, puisque comme vous le savez, entre l'anglais des États-Unis, l'anglais du Royaume-Uni, l'anglais d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, on n'est pas exactement dans le même type d'anglais. Donc ce qu'on a en priorité, ce sont des étudiants qui ont envie de lire en anglais, d'écouter des choses en anglais. Alors de manière très, très large, hein, les films, les séries télé, ça en général, on n'a pas trop de problème. On a des étudiants qui regardent des films en VO et qui regardent des séries télé en VO. Mais ça passe aussi par la radio en anglais, par la lecture de la presse en anglais. Il faut savoir que globalement, dans une licence LLCER,
vous avez aux alentours de 17 heures de cours par semaine qui sont intégralement dans la langue de la licence LLCER. Donc pour nous, de l'anglais. On est environ à 17 heures par semaine de cours en anglais. Donc, si vous n'aimez pas écouter de l'anglais, c'est long, 17 heures par semaine à devoir écouter de l'anglais. Donc on cherche des étudiants qui vont avoir envie de découvrir ce qu'est la littérature américaine, ce qu'est la littérature du Royaume-Uni, ce qu'est la littérature du Commonwealth, ce qu'on appelle aussi littérature postcoloniale, c'est-à-dire la littérature des pays de langue anglaise, mais qui ne sont ni le Royaume-Uni, ni les États-Unis. Donc l'Inde, par exemple, l'Australie, l'Afrique du Sud, etc. Vous avez des cours de littérature chaque semaine qui traitent de ces éléments. Et puis vous avez aussi des cours d'histoire du Royaume-Uni, des origines à nos jours, l'histoire des États-Unis, de leur pré-origine en quelque sorte, puisqu'on revient sur l'Amérique coloniale, donc l'Amérique du 15e, 16e siècle, et puis ensuite évidemment la naissance des États-Unis. Et le troisième volet, la langue, va vous faire travailler des choses avec lesquelles vous êtes plus familier, la grammaire, la prononciation, donc tout ce qui est phonétique, phonologie et toutes ces règles en fait de prononciation, de phonétique et de phonologie. Donc la licence est organisée en 3 années. On a 3 années de licence qui chacune sont divisées en 2 semestres. Donc semestre 1 et 2 pour la première année, semestre 3 et 4 pour la deuxième année, et puis semestre 5 et 6 pour la troisième année. Et le profil des cours à chaque semestre est le même. Littérature, histoire, langue et phonétique, avec la particularité d'avoir aussi des cours en plus petits groupes qui sont dispensés par ce qu'on appelle des lecteurs, c'est-à-dire des étudiants en général qui viennent du Royaume-Uni ou qui viennent des États-Unis, qui sont à un niveau un petit peu plus élevé que vous, mais qui sont encore étudiants, et qui viennent du coup vous faire des cours en petits groupes de conversation, de débat, qui vous permettent aussi de discuter un petit peu des habitudes du pays, de la culture, et puis qui ont une façon d'enseigner aussi différente, parce que l'enseignement aux États-Unis, par exemple, n'est pas du tout le même que l'enseignement, ça ne s'organise pas de la même façon qu'en France, donc ils ont aussi une approche de l'enseignement qui est différente de la nôtre, ce qui est une grande richesse. Et donc ça, ce sont des choses que vous retrouvez à chaque semestre. Et puis en plus de ces environ 17 heures de cours par semaine, vous avez des cours obligatoires qui sont des cours, ce qu'on appelle des cours transversaux, qui sont communs à tous les étudiants. C'est-à-dire que même si vous vous inscrivez en anglais, vous devez choisir une deuxième langue vivante. Et ça, c'est obligatoire. Vous pouvez soit continuer une langue que vous avez commencé au lycée, et vous avez un test de positionnement qui va vous dire si vous avez le niveau A2 ou le niveau B1, etc. Soit vous pouvez commencer une nouvelle langue vivante. Et on a une offre de langue vivante qui est assez importante en fac de lettres, puisque vous pouvez commencer le portugais, vous pouvez commencer l'italien, vous pouvez commencer le chinois, l'arabe, le russe également, enfin, plusieurs langues possibles. Des cours de numérique qui sont obligatoires aussi, qui font partie des cours obligatoires pour l'obtention de la licence. Et puis vous avez également des cours qui vous permettent de découvrir les opportunités offertes par l'université par ses partenariats à l'étranger. Ce sont des cours qui sont liés, l'UBO fait partie d'une alliance européenne des universités de la mer, donc d'autres universités qui sont situées en bord de mer en Europe. Et donc vous avez des cours qui vous permettent de découvrir aussi ces autres universités européennes pour préparer éventuellement des mobilités à l'étranger dans ces universités. Et ça fait partie aussi d'une offre de cours que vous avez sur les différentes années. Et puis la spécificité des licences dorénavant, c'est également que pour valider la licence, vous devez faire un stage. Donc bien sûr, dans le cadre des licences de langue, l'opportunité qui vous est offerte est de faire un stage à l'étranger. Donc de notre côté, pour la licence LLCER anglais, vous avez un stage obligatoire en 3e année dans un milieu de travail anglophone. Donc de préférence dans un pays anglophone, le Royaume-Uni, les États-Unis avec un travail qui est fait en amont sur les documents administratifs dont vous avez besoin pour vous rendre évidemment dans les pays étrangers,
Mais ça peut être aussi, on a un autre pays européen, on a des étudiants qui partent en Allemagne, en Autriche, du moment que l'environnement de travail de votre stage soit l'anglais. Et ça, c'est un stage de 6 semaines minimum, obligatoire en 3e année pour valider la licence. En général, nos étudiants partent plutôt entre 8 semaines et 3-4 mois en fonction du stage qu'ils ont trouvé. On encourage évidemment vivement cette curiosité aussi à la mobilité. Quand vous choisissez une licence de langue, c'est que vous êtes intéressé par les pays étrangers et donc on vous encourage à aller vers ces régions. Un autre petit point de détail sur la question du niveau qui peut se poser. Il n'y a pas de niveau fixe pour intégrer la licence à l'LCER. Cela étant, on conseille au minimum un niveau B1+, et plutôt un niveau B2, puisque comme je vous le disais, si vous devez suivre 17 heures par semaine des cours en anglais, plus lire 30, 40 à 50 pages en anglais toutes les semaines, il faut être capable de tenir un suivi de l'anglais. Je vous rappelle que le niveau B1, en gros, c'est fin seconde, et que nous, on attend plutôt un niveau fin de terminale de spécialisation. Donc, ce sont les éléments principaux dont je voulais vous parler. Majoritairement, l'idée, c'est voilà, la curiosité pour les pays anglophones, la curiosité pour la littérature, pour l'histoire, pour la culture de manière générale. On a également on travaille aussi avec nos étudiants. De toute façon, il y a une association étudiante, des étudiants anglais, qui est très active dans tout ce qui va être organisation également d'éléments extra-universitaires, c'est-à-dire de ciné-débats en lien avec les études, en lien avec le monde anglophone. Ils organisent des projections de films et puis après vous pouvez en débattre, etc. On a un projet également, alors là qui est inter-licence, qui s'est monté aussi de projets de journal universitaire, par exemple. Donc il y a aussi toute cette vie extra-cours, en quelque sorte, qui se joue à la fac. Je pense qu'on parlera peut-être un peu plus tard de la question des débouchés. Tout à fait, tout à fait. Merci. On vous remercie. Donc j'imagine que vous aurez pas mal de questions. On garde toutes les questions pour tout à l'heure. On fait la présentation des 3 cursus. Alors on fera un petit aparté tout à l'heure sur ce qui concerne le LEA aussi, puisqu'il y aura sans doute des questions autour de la filière LEA. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Voilà, je laisse la parole à Madame Balin, Zanqueta, pour vous présenter la licence d'espagnol. Merci. Je l'ai mis au début. Voilà. Donc, sur la petite chose là. Oui, d'accord. Donc, peut-être là. Vous voulez m'appeler? Non, c'est bon. Et, bon, pour la licence donc LCR espagnol, et bon, dire que c'est la même chose que l'anglais, oui, je peux dire un petit peu ça, mais il y a des différences évidemment. Donc on est pareil, donc en LLCR, donc on va voir les grandes lignes qui sont donc similaires. Et donc par rapport aux attentes, au Parcoursup, je pourrais donc dire la même chose. On n'a pas donc une sélection en licence, en général en licence de LLCR, et les attentes sont un petit peu aussi similaires par rapport à l'anglais. Pourquoi? Parce que c'est une licence où tout est en espagnol. Donc les 17 heures que vous aviez en anglais, en LCR anglais, vous l'avez en espagnol. Et toutes les matières donc, sont en espagnol, alors il faut également pouvoir donc, lire, pouvoir plus que se débrouiller. Et évidemment, ce n'est pas une condition absolue, le fait de venir d'une spécialité, mais on priorise surtout l'envie qu'on a de connaître, dans notre cas, l'Espagne et l'Amérique latine. Donc, vous allez avoir
un petit peu. Oui, là c'est la présentation de l'équipe. Hein, donc, moi, en tant que responsable avec mon collègue Lionel Souquet, il est responsable donc, de la licence d'espagnol. L'organisation, donc je veux essayer de parler des choses que tu n'as pas parlé pour ne pas répéter. Donc, l'organisation est un semestre et chaque semestre, donc, dans chaque semestre, on a des unités d'enseignement. Les unités d'enseignement, en même temps, sont formées par des disciplines différentes. Donc, on a les unités d'enseignement disciplinaires et puis les unités d'enseignement transversales, c'est-à-dire communes. Donc, tout à l'heure, on a parlé d'une deuxième langue. Par exemple, ce serait une discipline, une unité d'enseignement transversale. Donc, voilà. Donc, l'organisation aussi, là, je rentre un petit peu plus donc, dans le vif du sujet. Par exemple, du premier semestre, on a donc, des unités d'enseignement majeures, qu'on appelle majeures, et des unités aussi mineures. Donc, ce sont des matières qu'on va faire un choix. Et ces mineurs existent parce que, souvent, ou parfois, peut-être pas souvent, parfois, les étudiants hésitent entre prendre, par exemple, LLCR espagnol et LEA, anglais-espagnol. Ils ne savent pas trop la différence, donc ils ne savent pas s'ils sont plus littéraires ou plus... s'ils vont se consacrer au monde du commerce ou autre. Donc, ils sont indécis. Donc, cela sert à découvrir finalement les deux licences à travers de cette mineure-là. C'est-à-dire qu'on peut s'inscrire majeur enseignement donc, disciplinaire espagnol, LLCR espagnol, et avoir une mineure, la mineure de LEA. Et donc, c'est pareil pour l'anglais, je pense. Hein? On va supprimer la mineure. Ah bon. En tout cas, nous, on fonctionne encore avec la mineure. Voilà. Donc, en mineur, on peut choisir espagnol, donc toutes les matières d'espagnol, ou espagnol, et donc une mineure de LEA. Dans le cas où on hésite entre LEA et espagnol, on ne sait pas bien, donc on peut choisir une mineure d'LEA également, donc deux matières qui sont consacrées à cela. Donc, par exemple, donc, là, on a par exemple en choix mineur espagnol, on a par exemple littérature d'Espagne, littérature d'Amérique latine, initiation à l'analyse filmique et cinéma et médias. En général, ce sont des matières très intéressantes, très jolies. Donc, les hispanistes qui n'ont pas de doute par rapport à leur choix initial de LCR, donc vont choisir mineur espagnol. Ceux qui auraient un doute, ils ne savent pas trop si ça va leur intéresser ou s'ils voudront peut-être s'inscrire l'année prochaine en LEA, donc vont choisir une mineure LEA. Et à ces moments-là, ils peuvent choisir ces matières-là. Hein. Notamment, ils vont choisir culture et société anglophone, par exemple. Et voilà, pour pouvoir réintégrer l'autre formation, LEA. Donc ça, c'est une possibilité finalement un choix supplémentaire pour les indécis. Voilà. Donc ça, il y a donc l'emploi de temps du premier semestre, par exemple, comment ça se présente. Hein, donc je vous ai mis ici les matières types. Hein, par exemple, on va avoir méthodologie de la littérature. Donc en première année, on va avoir beaucoup de méthodologie justement pour s'initier à la méthodologie littéraire et aussi de la civilisation, donc petit à petit. Hein, donc l'approche est progressive. Et, ensuite, on va voir l'histoire, hein, Espagne par exemple, de la préhistoire au Moyen-Âge, et littérature d'Espagne, par exemple. Donc le mardi, traduction, donc thème
et version. Donc, deux manières de traduire, hein, de l'espagnol de l'espagnol, français à l'espagnol. Ensuite, vous avez par exemple méthodologie de la linguistique et grammaire, différence entre linguistique et grammaire quand même. Mais bon, là c'est les volets langue, on va dire. Et vendredi, on va voir initiation à l'analyse filmique, cinéma, littérature d'Amérique latine, civilisation et bande dessinée, et méthodologie de la civilisation. Donc voilà, ça c'est pour le premier semestre. Deuxième semestre, il y a des matières très intéressantes, également, comme par exemple poésie, musique et danse d'Amérique latine et d'Espagne. Et vous avez également donc, beaucoup de matières qui ont un rapport avec l'art, hein, notamment images fixes, images mobiles, études également des matières comme patrimoine et histoire de l'art, notamment. Donc, tout cela se décline en deux modalités, hein, espagnol et d'Espagne, et ensuite Amérique latine. Donc, vous avez également des professeurs très variés, hein, de différentes nationalités et aussi différentes approches. Donc, Mexique, Argentine, Colombie, et en Espagne, de différentes régions d'Espagne. Donc, il y a quand même un éventail de possibilités, d'accents, des modalités qui les étudiants peuvent côtoyer. Donc, voilà. Et ensuite, donc, je parlerai des mobilités internationales. Donc, on pousse également les étudiants à aller dans les pays hispanophones. Pour cela, donc, on a pas mal d'accords avec des universités, donc, des différentes régions d'Espagne, notamment Cádiz, Oviedo, Tenerife, La Corogne, Burgos, Grenade, Salamanque, Vigo. Hein, donc, on a beaucoup d'accords avec ces universités-là. Donc, les étudiants peuvent choisir entre un départ de 6 mois ou une année, ou bien 2 fois 6 mois au cours de leurs études. Donc, on préconise surtout la deuxième année, la mobilité Erasmus. Il faut dire que l'espagnol, LCR espagnol est une filiale, donc une petite filiale, donc on n'a pas, on ne fait pas cours en amphi, hein, mais dans des petites classes. Donc ces mobilités, cette possibilité d'accéder donc aux accords Erasmus est assez facile, hein, dans le sens où il y a des places. La seule chose qu'il faut, c'est que les étudiants se sentent à l'aise et puis avoir la moyenne, plus que la moyenne, on va dire, pour qu'ils puissent se sentir bien à l'aise en Espagne. Puisque en Espagne, donc évidemment, quand on va à une université espagnole, on va faire 6 mois ou 1 an, et cela, donc quand les étudiants reviennent en France, bien sûr, tout est validé parce qu'il y a un accord, hein, des validations. C'est comme ça que Erasmus fonctionne. Donc, voilà. Et ensuite, ça c'est pour la deuxième année, donc on pousse les étudiants à faire une mobilité. Et la troisième année, il y a également, comme tout à l'heure on a vu pour l'anglais, un stage obligatoire de au moins 6 mois en milieu professionnel, en Espagne. En Espagne ou en Amérique latine, ça dépend aussi des rythmes, donc les possibilités. Mais ça c'est obligatoire, donc, et ça rentre dans notre formation. C'était une matière de plus, ça rentre dans la moyenne et c'est très important. Et ensuite même il y a la possibilité aussi, une fois qu'on finit la licence, d'un assistanat éventuel, donc partir à l'étranger, mais c'est possible d'une autre manière, c'est-à-dire donc pour enseigner, par exemple, la langue française en lycée espagnol,
par exemple. Donc, et ça, on a pas mal d'étudiants qui décident de faire ça lorsqu'ils finissent leur licence. Donc, je crois que à peu près, ah oui, l'association. Donc, on a également une association étudiante donc, qui s'appelle La Tertulia, qui est aussi très, très active en espagnol. Donc, il collabore avec nous en tant que prof, mais ils font également des fêtes, non, je ne peux pas dire, oui, de célébration, on va dire, mais culturelle, donc avec une approche, par exemple là, le 23 février, vous êtes invités, et donc on a par exemple un spectacle de flamenco, donc organisé collectivement, donc avec nous, les profs, et la Tertulia. Aussi apporter quelque chose à cet événement. Donc, ils font beaucoup de choses, ils sont très actifs, et c'est très sympathique, en tout cas, de l'avoir. Voilà. Donc, je crois que... On vous remercie, Jacqueline. Bon, je vous laisse la parole, monsieur Dupeck. Oui. Alors, bonsoir, et bon, il va y avoir certainement pas mal de redites par rapport à ce qu'on a déjà entendu, puisque, comme vous avez déjà pu le voir, pu entendre, les 3 licences concernées suivent la même règle. Donc, les 3 maquettes sont construites selon le même modèle, donc je pense que vous allez avoir une présentation qui va peut-être apporter quelques précisions, éventuellement sur l'organisation générale. Et puis, je vais essayer de vous apporter un peu surtout des informations sur les originalités du breton par rapport aux 2 autres licences. Alors, donc, en gros, ce qu'on appelle licence de breton, vous avez déjà pu l'entendre, il s'agit en réalité d'une licence en art, lettres, langue, et à l'intérieur de cette mention-là, vous avez donc 2 possibilités, une licence mention art ou alors mention langue, littérature, civilisation étrangère à la jeune. C'est là que l'on a le parcours anglais, le parcours espagnol, le parcours breton. Vous dites je fais une licence anglais, une licence espagnole, la réalité administrative, c'est une ça. Donc ça explique qu'on ait une architecture qui soit commune, et puis qu'on soit là donc, tous ensemble pour parler de tout ça. Donc si vous choisissez de vous inscrire en licence de breton, ça veut dire la licence de parcours breton, donc voilà en gros comment ça va se présenter. C'est bien là que ça va. Oui, je sais pas pourquoi ça ne faisait pas de problème. C'est un peu stressant parce que du coup j'ai plus le contrôle alors voilà en gros comment ça se présente. On a parlé d'UE. l'UE c'est unité d'enseignement, c'est en gros les matières. Sauf qu'en fait chaque UE se décompose en 1 ou 2 EC, donc des enseignements, je ne sais plus ce que ça veut dire. Constitutifs, voilà. Donc en gros vous pouvez avoir 2 cours, 2 matières qui vont composer une UE, et ensuite ces UE vont être la base de l'organisation des examens. Et donc pour avoir votre semestre, votre année, vous devez valider l'ensemble des UE pour chaque semestre, et ensuite l'ensemble des semestres pour une année, puis les 6 semestres pour avoir votre licence. Tout ça est capitalisé, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez une UE, elle est acquise définitivement. Si vous devez vous interrompre dans le parcours à un moment donné, les UE qui ont été validées restent validées, et donc si vous réinscrivez dans la même année suivante, vous repartez avec déjà ce que vous avez déjà acquis. Vous n'êtes pas obligé de repasser une UE pour laquelle vous avez déjà eu la validée. Alors, vous voyez qu'en gros, il y a 5 UE en bleu, celles qui sont de la responsabilité du département de breton. Et ce sera la même chose pour l'anglais et pour l'espagnol. Et ensuite, autrement, 3 autres qui sont des enseignements transversaux qui sont là proposés à l'ensemble des étudiants. Vous avez par exemple le 6 langue. Et alors, ensuite, ces 5
composantes principales. Vous avez donc majeur et mineur. Pourquoi majeur et mineur? Parce que donc, vous avez la possibilité de choisir dans ces UE4 et 5 des enseignements qui relèvent du département d'anglais ou d'histoire. On ne travaille pas avec l'espagnol pour ça, mais c'est ce qui a été expliqué tout à l'heure. La mineure, ce ne sont pas les cours supplémentaires, ce sont en fait les cours UE1 et UE2 d'anglais ici ou d'histoire qui vont être, que vous allez avoir la possibilité de suivre à la place des UE4 et 5 de breton, mais seulement pour le premier semestre. Et pourquoi proposer ce schéma? C'est, comme on l'a dit, pour des gens qui ne seraient pas très sûrs de leur orientation. Vous commencez, donc vous faites une inscription principale en breton, donc majeur breton, puis mineur anglais. Si vous êtes sûr de vouloir faire plus breton et de rester en breton, donc majeur breton, mineur breton. Ou alors donc mineur anglais, mineur histoire. Et à l'issue du premier semestre, vous avez la possibilité de vous réorienter. Si finalement vous dites que le breton c'est pas pour vous, vous allez à ce moment-là en anglais. Vous avez, comme vous avez déjà capitalisé les UE1 et 2 d'anglais, c'est simplement celle de la 3 qui sera rattrapée. Puis, reste, disons, vous pouvez être intégré comme ça en licence d'anglais. Du moins jusqu'à cette année, puisque le département d'anglais ne sera plus comme ça l'année prochaine. Bon, c'est un schéma qui a été mis en place, qui a été supprimé l'année d'histoire, et bon, c'est des aléas un petit peu. Voilà, alors concernant la place du breton aussi, on a vu tout à l'heure, grosso modo, vous avez 3 grands blocs, enfin, si on raisonne en termes de logique des enseignements, si vous voulez, vous avez des OC, des enseignements qui vont être consacrés plutôt à l'étude de la langue elle-même, alors l'apprentissage pour ceux qui commencent, ou bien à l'entraînement au renforcement pour ceux qui ont déjà fait du breton auparavant. Puisque vous pouvez très bien arriver en n'ayant pas fait du tout de breton, ou alors en ayant un niveau déjà plus ou moins confirmé. Et des groupes de niveaux sont faits pour pouvoir poser un enseignement qui sera adapté à chacun. Donc en gros, cette partie étude de la langue, alors pratique orale, pratique écrite, principalement, littérature aussi, et parfois environ 50% des enseignements pour les 3 années après de licence. Une partie qui est plus ouverture culturelle, en gros, avec de la littérature, la civilisation, de l'irlandais aussi, qui est obligatoire, donc à partir de la 2e année, et puis autrement l'enseignement gallois, qui est aussi à partir de la 2e année. Et puis vous avez autrement donc des enseignements qui sont transversaux et qui sont dans une sorte d'ouverture aussi culturelle, avec une langue, et puis autrement des UE qui sont consacrés à des projets personnels. Alors, projets professionnels, les sports aussi qui peuvent être organisés de cette façon-là, les engagements aussi associatifs par exemple. Et alors, on a parlé de stage tout à l'heure. Nous, on ne pose pas de stage obligatoire. Par contre, vous avez aussi la possibilité de faire des stages volontaires et qui sont reconnus ensuite comme faisant partie, comme validant une. Si vous vous inscrivez dans une autre licence, par contre, par exemple parcours espagnol, ou bien géographie, ce que vous voulez, alors histoire et anglais, par exemple, vous avez déjà un petit avantage, puisque vous pouvez avoir accès au breton de façon symétrique, avec ce que j'ai, enfin, histoire au moins. Donc vous pouvez faire à peu près le même parcours que ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous faites une inscription principale, alors, pas anglais, mais il faut imaginer que ce soit l'histoire, majeur histoire et mineur breton. De cette façon, vous pouvez aussi vous réorienter à la fin du premier semestre pour être accepté en breton. Par contre, si vous êtes inscrit en parcours espagnol, géographie, sociologie, etc., là, vous ne pourrez pas prendre le breton en mineur, et donc la seule possibilité pour faire le breton, ce sera de prendre le breton en UE6 langue. Et là, le volume horaire sera important, puisque le breton ne sera que dans cette partie transversale, en quelque sorte, donc dans les 20%. Donc en gros, c'est je crois, 200 par semaine, 1h30 par semaine. Et sur 12 semaines, 4 semaines, je crois que c'est 12 semaines. 12 semaines. Donc le volume horaire est quand même. Déjà, c'est pas comparable quand même aux 10 à 18 heures à peu près qui se passent en breton. Pour ce qui est du volume horaire, oui, en première année, un certain nombre de cours se font en français, puisqu'on a beaucoup de gens aussi qui sont débutants, voire même débutants complets. Mais en temps, par contre, un enseignement entièrement en breton, donc en 3e année, quasiment tout se fait en breton.
Pour ce qui est de langue, par contre, alors, si vous passez par un autre parcours et que vous faites du breton au titre de langue, vous pouvez commencer en débutant ou en confirmé, puisque les groupes du niveau sont faits en début d'année qui vont à un C3, et donc vous avez quand même pas mal de possibilités. Ensuite, concernant les poursuites d'études, alors vous pouvez, après une licence de breton, en gros vous inscrire dans 2 masters, parmi ceux qui sont posés à vidéo. Master MEF, premier degré ou deuxième degré, qui vont vous conduire vers le professeur des écoles, à l'INSPE pour l'enseignement public, à l'ISFEC de Brest ici pour l'enseignement catholique, et au centre Kellen à Quimper pour les écoles de loi, puisque nos enseignants étudiants se dirigent vers les 3 réseaux. Et puis pour le second degré, par contre, la formation est entièrement assurée à l'INSPE de Saint-Brieuc pour les 3 réseaux. Donc vous avez une préparation au CAPES, au CAFET pour l'agrégation. L'agrégation n'est pas ouverte tous les ans, tous les 2 ou 3 ans. Et puis, autrement, vous avez un master en recherche, donc langue et culture celtique en contact, ou civilisation, culture et société, qui sont des masters qui sont portés par plusieurs départements, et par le CRBC pour le premier. Donc on a aussi pas mal d'intervenants anglicistes qui consistent à faire des gens qui viennent un peu toute la France et qui viennent se spécialiser donc dans un parcours anglo-celtique. Donc présentation, initiation de la notion de langue celtique et différents aspects civilisationnels. Et ceci peut développer aussi, déboucher par la suite sur un doctorat. Concernant les perspectives, les débouchés, alors le principal débouché, c'est l'enseignement, soit le réseau public, soit le réseau privé catholique, ce qu'on appelle l'école bilingue, dans le sens où l'utilisation du breton comme médium d'enseignement et dans les horaires, ou autrement le réseau Diwan qui est immersif. Vous avez aussi des possibilités vers la recherche, le secrétariat, l'édition, les médias, la médiation culturelle et l'animation, le patrimoine, qui est aussi, éventuellement l'administration et le commerce aussi, ce qui suppose en général des questions complémentaires. L'enseignement reste quand même le gros débouché du breton, avec près de mémoire quelque chose comme les 3/4 des emplois qui sont liés, qui demandent des compétences en langue bretonne. C'est quelque chose qui est, qu'il ne faut pas hésiter, surtout à votre âge, à se lancer dans des études de breton, surtout si vous avez vraiment une appétence pour l'enseignement, si vous voulez faire enseigner dans ce domaine, puisqu'on a beaucoup de gens à l'INSPE qui décident de devenir enseignants après les premières carrières. Des gens qui sont en reconversion professionnelle à 30 ans, 40 ans, qui donc apprennent le breton dans des structures comme des centres de formation comme Stundi par exemple, il y a aussi Kellen aussi chez nous qui font ça, Rodour, etc. Ou alors des gens même quelquefois qui obtiennent des congés de formation et qui se lancent dans une licence de breton à 35-40 ans. C'est plus compliqué que quand on a 18 ans. Et donc on a en fait beaucoup de débouchés, beaucoup de demandes en fait dans l'enseignement bilingue et trop peu de gens qui se lancent dans un cursus complet à partir de la licence. Donc n'hésitez pas si vous sentez que ça vous intéresserait. Pour ce qui est des ouvertures internationales, alors on a des postes qui sont disponibles à l'université de Galway en Irlande. Donc tous les ans on a 2 ou 3 personnes qui partent. On avait aussi jusqu'au Brexit la possibilité de partir à Aberystwyth au Pays de Galles. Pour l'instant, ça n'est plus le cas. Bon, on espère que ça va se remettre en place d'ici peu. On a des partenariats aussi. En ce moment, il y a des accords qui ont été signés il n'y a pas très longtemps entre la région Bretagne et l'Irlande pour développer justement les partenariats au niveau de recherche. Et le domaine des études celtiques est assez partie en tout cas de ce qui est aussi promu. C'est quelque chose aussi qu'on ne peut qu'encourager, évidemment, puisque ça permet d'aller voir le fonctionnement d'une langue dans une situation arabe à l'autre, une langue minoritaire. Alors évidemment, on n'apprend pas le breton pour les mêmes raisons, on apprend l'espagnol et l'anglais. On l'apprend plus pour des raisons culturelles, pour des raisons identitaires, pour des raisons affectives. Le fait de passer une année, au moins un semestre à Galway, permet aussi d'améliorer l'anglais, de toute façon. Et puis, ça permet de donner du sens à un parcours d'études en breton. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est des choses qui restent encore à éclaircir pour pouvoir répondre aux questions tous ensemble. On vous remercie tous les 3.
J'imagine, au vu des présentations qui sont très complémentaires, toutes les trois, que malgré tout, il reste des questions à éclaircir. Moi, j'en ai plein, mais je vais peut-être laisser la parole à la salle au préalable. Avez-vous des questions? Oui? Je vous invite à... Oui, vous n'avez pas de micro, mais c'est pas grave, on va vous entendre. Les débouchés pour les autres licences, par exemple, anglais, c'est aussi l'enseignement. Alors, on constate de notre côté une certaine évolution à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, je vous aurais répondu oui, c'est l'enseignement, et ça n'est plus tout à fait le cas. Une partie, mais on est sur un tiers à peu près, de nos étudiants en débouché licence vont ensuite dans des masters de l'enseignement du premier ou du second degré, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément vers prof d'anglais, ils peuvent aller aussi vers professeur des écoles. Mais ça concerne à peu près un tiers en fait, de nos étudiants. Une partie rejoint le master langue et culture celtique également, et donc des masters recherche en fait. Il y a donc ce master recherche qui permet de s'orienter vers les langues celtiques, et puis un master recherche vers les langues étrangères, anglais et espagnol, où là, nous, à l'UVO, la coloration de ce master, c'est plutôt les études visuelles, donc tout ce qui va être film, séries télévisées, peinture, illustration, bande dessinée, etc. Et qui débouche ensuite sur le doctorat. Et puis on a un autre tiers qui va vers des masters professionnels autres que l'enseignement, sur la traduction notamment, l'organisation de projets à l'international. Alors ça c'est commun avec LEA au départ, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas de personne de LEA, mais pour travailler aussi dans tout ce qui est collectivité territoriale, collectivité locale, qui organise, Brest Métropole par exemple aussi, enfin les mairies qui organisent également des partenariats à l'international. Donc on est vraiment sur un tiers enseignement, un tiers à la recherche pour l'enseignement à l'université, le doctorat, et puis un tiers pour des masters professionnels vers la traduction, l'interprétariat et les projets internationaux. Peut-être un mot pour l'espagnol, donc à part dire c'est identique, cette évolution est identique pour l'espagnol, donc avant c'était que l'enseignement et maintenant, donc il y a beaucoup d'autres possibilités. Et il faut se dire aussi que par rapport donc, à l'insertion professionnelle, donc, la licence reste donc, la base, hein, c'est comme avant, il y a quelques années, et le bac. Il faut avoir son bac, on disait, bon, maintenant il faut avoir sa licence. Peu importe quelle licence, il faut avoir une licence. Et ensuite, donc, lorsqu'on réfléchit à la professionnalisation, c'est le master. Donc, c'est bien de commencer à avoir la licence et ensuite, quelles possibilités des masters. Donc, un master à l'UVO, mais un master ailleurs. Donc, on est dans ce cas de figure maintenant. Donc, il faut déjà avoir un horizon un petit peu plus large. En tout cas, la licence est un niveau, et ce niveau-là est valable également dans d'autres pays. Donc, et ça a beaucoup de poids, hein. C'est pour ça qu'il faut se dire que c'est le qu'après la licence qu'on va réfléchir et on va se diriger aux professions, donc à l'enseignement professionnalisant. Que dans le cadre des mobilités aussi, on a du coup de plus en plus d'étudiants qui, après leur stage, font un master dans une université étrangère, notamment dans les universités irlandaises. On a de plus en plus d'étudiants qui candidatent dans des universités anglophones pour continuer un master là-bas. Alors ce sont des masters pour le coup très sélectifs, hein, mais qui sont possibles, et on a des étudiants qui, à la suite d'une année en tant que, soit en Erasmus, donc avec un semestre ou une année à l'étranger, soit à la suite d'un stage, soit après avoir été assistant de langue, donc enseignant de français en école primaire, collège ou lycée dans un pays anglophone, restent en fait à l'étranger et continuent encore quelques années sur un master ou par d'autres stages, etc. Ça, c'est aussi une possibilité. Et il y a aussi des accords avec des universités au-delà des frontières de l'Europe pour des postes de lecteurs, c'est-à-dire l'inverse des étudiants anglais ou irlandais ou américains qui viennent chez nous, des étudiants français qui vont aussi donner des cours dans des universités étrangères.
Pour la parallélisation, je veux dire que le breton, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, est aussi engagé dans ce genre d'échanges internationaux. On a des étudiants qui partent à l'étranger, que ce soit à Google ou bien autrement ailleurs. Et le breton est enseigné par exemple à Harvard, à Dublin aussi, en Suède, en Russie, depuis une époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Donc on a pas mal de gens d'étrangers qui s'intéressent au breton et qui participent aussi en fait, au dynamisme de l'enseignement du breton ici aussi également. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce qu'on a des questions sur le chat? Non? Alors, moi j'avais des questions concernant le démarrage de la licence, qu'elle soit en anglais, en espagnol ou en breton, et la transition avec le lycée, notamment sur la manière dont les conseils que vous pourriez donner pour bien réussir son début de licence. Alors, le tout premier conseil est de consulter le site des programmes. On a un site des programmes de la fac qui est formation au pluriel.unif-brest.fr et qui vous permet de trouver les programmes de toutes les licences. Si vous n'avez pas pu vous rendre à Azimut ou aux Portes Ouvertes qui ont lieu samedi où on parle de ces programmes-là, vous pouvez toujours les consulter en ligne. Et c'est bien d'arriver en ayant déjà une petite idée de ce qui va se faire dans les cours du premier semestre. Le temps d'adaptation, je pense que le plus gros temps d'adaptation pour nous, parce qu'on est sur on a à peu près 120 étudiants en première année, le plus gros temps d'adaptation, c'est sur le fait qu'il y a des cours magistraux qui se passent en amphi, donc un peu comme là, sauf que c'est plus grand, du coup, et où donc pendant 1 heure, vous écoutez un cours en anglais avec une centaine de personnes autour de vous qui écoutent le même cours en anglais. Et on sait très bien que c'est difficile d'interrompre ce type de cours pour dire « je n'ai pas compris telle partie ». Et donc, d'avoir déjà une petite idée avant d'aller en cours de ce dont le cours va parler, ça aide aussi à se mettre un petit peu dans cette ambiance-là. L'adaptation, elle est surtout là pour nous, c'est sur ce nouveau format de cours, le cours magistral en amphithéâtre, dans lequel on vous donne des bases, et puis après, vous avez des travaux dirigés, où là, vous êtes sur un format classe, vraiment, avec même en général un format où il y a un peu moins d'élèves que ce que vous avez connu, enfin un peu moins d'étudiants pour nous que ce que vous avez connu en tant qu'élève au lycée, puisqu'on a des groupes d'à peu près, alors sur le papier ils sont 45, mais pour tout un tas de raisons, parce qu'il y a des étudiants qui travaillent, qui ne peuvent pas assister au cours, on est plutôt entre 25 et 30 étudiants en classe. Et là, on pose des questions, on revient sur des choses qu'on a vues en cours magistral, évidemment, on applique, en fait, ce sont des travaux d'application de ce qui a été vu en cours magistral. Mais je pense que le plus gros temps d'adaptation, il est là. Il est sur le moment où on arrive dans cet amphithéâtre, dans ce cours, et pendant 1 heure, on entend parler. Moi, je suis spécialiste de littérature américaine, donc mon premier cours de littérature américaine en première année, c'est qu'est-ce que la littérature américaine? Ça va pas de soi. Et c'est de parler de la littérature pré-États-Unis, donc la littérature du 16e, 17e siècle, dans les colonies américaines, enfin dans les colonies anglaises, sur la côte est de ce qui deviendra les États-Unis. Donc on parle de choses avec lesquelles on n'est pas forcément familier, des points de contact entre les colons et les Amérindiens, par exemple, la nourriture, la découverte d'un nouveau pays et ce genre de choses. Donc quand je parle de ça pendant 1 heure, si vous ne savez pas que je vais parler de ça pendant 1 heure, c'est un peu difficile de se mettre dans ce bain-là. Donc c'est vraiment plus ça, de vous renseigner avant. On fournit le programme du cours, on fournit des bibliographies avec des livres qui sont à la bibliothèque universitaire, et donc c'est d'avoir pu savoir un petit peu avant le début du cours de quoi le cours va parler. Ça aide en fait. Et bien sûr, on a, comme on l'a mentionné, mais il y a aussi des tuteurs étudiants, c'est-à-dire des étudiants qui sont inscrits en général en master, qui sont passés par la licence dans laquelle vous êtes inscrite,
ou inscrits, et puis qui du coup vous donne aussi des cours de méthodologie. En petit groupe, il vous explique un petit peu, une fois que vous avez assisté à ce cours magistral et que vous avez pris des notes pendant 1 heure, qu'est-ce qu'on en fait de ces notes une fois qu'on sort du cours? C'est pas juste j'ai pris les notes, je passe à autre chose. Comment on les utilise, comment on révise, comment on les synthétise, etc. Donc, il y a un ensemble de choses qu'on a mises en place pour essayer de simplifier un petit peu cette découverte du cours magistral, mais ça implique un engagement véritablement de la part des étudiants. Je pense que c'est ça aussi qui est compliqué. Si vous arrivez en cours en vous disant je m'assois et j'attends et je vois, ça va être très très difficile sur l'ensemble du semestre. Mais il y a des aides qui sont mises en place pour ça. Et puis nous, on a en anglais des responsables par année. Du coup, en l'occurrence, je m'occupe de la première année. Et donc j'ai des heures de permanence aussi pour que les étudiants puissent venir me voir et qu'on discute de comment ça se passe leur début d'année, s'ils ont des difficultés qu'ils rencontrent. Il ne faut pas attendre les examens pour venir en parler. Il faut venir en parler avant. Ils viennent rarement, mais je vous assure que la porte est ouverte et que c'est là pour ça, justement. On est également en contrôle continu nous, sur le premier semestre. Donc, on a des examens qui arrivent très tôt. À partir de la semaine 3 ou 4, il y a déjà des contrôles de connaissances en général ou des contrôles de cours. Donc, c'est pas, ces évaluations n'arrivent pas au mois de décembre, elles arrivent très très rapidement dans le semestre. Et donc, concernant les examens, on peut faire aussi des examens blancs. Enfin, moi, j'en fais en tout cas la moitié à peu près du premier semestre. Donc, pour que les étudiants se mettent quand même, puissent avoir un peu une idée de leur présentation. Et alors, juste une petite précision par rapport à ce qui a été dit, c'est que, qui complète un diplôme, c'est qu'il ne faut pas partir du principe que vous avez 17 ou 18 heures de cours et 17 ou 18 heures de travail par semaine. C'est-à-dire que vous avez un volume de cours qui est assez réduit, quand même très réduit par rapport à ce que vous avez connu avant, mais en gros, vous multipliez par 2 le temps de travail. Donc, en gros, pour 1 heure de cours, vous avez au moins 1 heure, voire 2 heures de travail personnel, soit en amont, soit en aval. Donc, en particulier, ça passe par les lectures, tout ce qui est licence de lettres, le domaine littéraire. Vous allez avoir énormément de choses à lire, que ce soit des œuvres littéraires ou autrement de la matière de littérature glisse, c'est-à-dire de littérature scientifique, pour mettre en perspective, comprendre ce que vous avez, ce dont vous entendez parler pendant vos magistraux. Donc, ne croyez pas qu'avec simplement parce que vous pouvez avoir des journées où vous allez avoir simplement 2 heures de cours dans la journée ne se termine pas à midi ou à 10 heures. Et après, c'est à vous de mettre à profit le temps libre qui vous est laissé. Moi, je voulais rajouter une petite différence par rapport à l'anglais. Nous, on n'est pas en FIF, on est dans des salles de cours, en petite salle de cours, parce que notre effectif est moindre. Donc, on a parfois, ça peut aller de 40 étudiants à 10, hein, si la moitié, par exemple, sont partis en Erasmus. Ça nous arrive très souvent en deuxième année. Donc, on ne fait pas une grosse différence entre CM et TD. Et les étudiants, on les connaît, et on les connaît bien. Donc, il y a tout le temps des échanges. Et on fait, par exemple, des exposés, aussi sur le contrôle continu également. Donc, ils ont du travail, ils participent, c'est-à-dire que ça se passe à peu près comme en secondaire. Et la grosse différence, c'est que toutes les matières sont en espagnol et puis que les enseignants ne sont pas des enseignants de langue, mais des spécialités, c'est-à-dire de littérature, d'histoire, de l'art, du cinéma, etc. Hein. Donc, on donne chacun notre matière en langue espagnole. Et donc, et par rapport au contact avec les étudiants, on est toujours là, on va dire, aussi bien en permanence que maintenant, après la Covid, hein, avant c'était la permanence, maintenant c'est par mail, hein, tout simplement. Donc, on est très sollicité, on répond, et voilà. On est ouvert à tout échange et on fait tout pour que ça se passe bien. Et pour que l'adaptation se fasse bien, donc c'est pour ça qu'on a autant des matières de méthodologie, par exemple, au premier semestre, pour justement essayer d'apprendre quels sont les
nouveautés, on va dire, par rapport à l'apprentissage des spécialités dans nos matières. Donc, je crois que on fait tout pour que ça se passe bien, qu'il soit entouré. C'est vrai qu'on a coutume de penser qu'à la fac, ce sont de gros effectifs et qu'on va être perdu et noyé dans la masse, mais on se rend bien compte à vous écouter que ce n'est pas du tout le cas et qu'il y a un accompagnement spécifique, si ce n'est peut-être qu'il faut un peu plus, lorsqu'on est étudiant à l'université, aller oser poser des questions, peut-être plus qu'au lycée. C'est si on entend bien ce que vous dites, mais on voit bien que l'aide est là. Et justement, est-ce que les associations qui, on voit bien à travers ce que vous dites, elles ont un rôle d'éveil culturel? Est-ce qu'elles interviennent aussi dans l'aide apportée aux étudiants pour la réussite de ces premières années notamment? C'est vrai que pour nous, l'association anglais qui s'appelle IS, Young English Speaking Students, qui a un compte Instagram et puis d'autres réseaux sociaux, mais je pense qu'ils sont maintenant plus actifs sur Instagram et d'autres. Ils ont un accompagnement en début d'année, c'est-à-dire que dès le début d'année, ils se présentent aussi aux étudiants, ils font partie des interlocuteurs, du premier niveau d'interlocuteur. Ils ont un bureau en fait à la fac, l'association. Enfin, toutes les associations étudiantes ont des bureaux, ce qui permet aux étudiants qui arrivent d'aller les voir directement dans les bureaux s'ils sont perdus, s'ils ont un doute sur quelque chose. Ils fonctionnent aussi pour aider à se procurer des livres. Quand un livre a été donné plusieurs années de suite, ils font aussi une bourse aux livres pour revendre des livres d'occasion qui vont vous servir dans votre licence. Ils organisent parfois aussi des séances de révision pour les examens. Parfois, ils ont un petit peu une base de données d'examens qui ont pu être donnés les années précédentes. Ils sont actifs au niveau culturel, ils ont des projets. L'association a développé par exemple récemment un projet de podcast en anglais où ils s'intéressent à un élément culturel d'un pays anglophone et ils font ce podcast-là qui est posté ensuite sur Instagram. Et donc c'est vraiment et puis on a ensuite ce qu'on n'a pas évoqué, c'est le côté un petit peu administratif de ces éléments-là, c'est-à-dire que il n'y a pas de conseil de classe à la fac, mais il y a quand même des réunions entre les membres de l'équipe pédagogique, les enseignants et enseignants-chercheurs, et dans ces réunions il y a des étudiants également, il y a des élus étudiants, des représentants étudiants, comme des délégués de classe un peu, qui permettent de faire remonter aussi s'il y a des problèmes. Et souvent, ils n'attendent pas les réunions et viennent nous voir, évidemment, expliquer un petit peu que là, ils ont eu beaucoup de retours sur telle ou telle chose qui n'était pas claire ou sur telle inquiétude des étudiants. Donc, il y a un accompagnement qui s'est beaucoup développé, notamment ces dernières années, mais il y a aussi, l'UBO encourage aussi cet engagement étudiant, et donc ça c'est vraiment une force et une chance qu'on a par cet encouragement, qui nous permet du coup de travailler beaucoup avec les étudiants et de voir où sont les besoins et comment on peut y répondre, dans la mesure de nos capacités, évidemment. Je peux rajouter l'association a le même fonctionnement, l'association espagnole, la Tartunia. Donc on peut rajouter aussi, ce sont des lieux de socialisation, ce sont des lieux où on parle de manière décontractée. Si on organise un cours, par exemple, entre les professeurs et l'association, ce n'est pas seulement pour boire dans l'apéritif, mais aussi pour échanger dans un autre contexte et pour intégrer aussi les étudiants et ce sera le possible. Donc, et bien sûr, on a le cinéma ou des activités qui concernent la culture hispanique et ce sont aussi des moyens pour intégrer également les étudiants. Et ils parlent entre eux, donc ils parlent des examens, ils parlent des préoccupations, et puis les tuteurs
également. Donc, ils sont investis également beaucoup de fois dans les associations et également les lecteurs qui sont aussi des très, très actifs et qui vont également faire le lien entre les enseignements, la vie extra. Et à côté de ce qui est académique, extra-académique. Alors, il y a une petite question pratique que se posent souvent les étudiants et les parents, puisque les parents ont également besoin d'être rassurés. Je pense notamment aux gens qui sont en distanciel. Tous les étudiants ne viennent pas de Brest et se posent la question du logement, de l'hébergement, ça on peut bien ajouter qu'il y a des possibilités d'hébergement via le Crous dans les cités étudiantes et que les demandes sont à faire en juin. Je crois qu'on peut faire la demande, j'ai un doute si on peut faire la demande via Parcoursup. Non, c'est la demande de bourse qui est à faire via Parcoursup. Voilà. Et sinon, il faut se mettre en relation avec le Crous pour tout ce qui est les demandes d'hébergement en cité étudiante. Et puis, il y a des services qui sont mis en place par l'université, en plus des associations étudiantes. Vous avez la possibilité d'avoir accès au SUAPS, qui est le service des sports de l'université. Vous avez une multitude de sports qui sont mis à votre disposition et qui favorisent l'intégration, c'est d'autant plus facile que ces sports sont quasi pour la majorité d'entre eux gratuits pour les étudiants. La seule chose, c'est qu'il faut se précipiter sur les inscriptions parce qu'il y a peu de place. Donc ça, c'est vraiment des services qui sont offerts à l'université et qui favorisent aussi l'intégration, la réussite de l'intégration en première année, puisque c'est pas, on peut appréhender un petit peu sa première année en se disant je connais personne, on voit bien qu'avec les associations étudiantes, mais aussi avec les services sportifs, vous avez matière à vite faire connaissance avec du monde. Il y a aussi un autre service qui est mis en place par l'université, c'est le service de santé avec des médecins, des consultations autour de la contraception, féminine ou masculine, des consultations de psychologie aussi, un accompagnement psychologique qui peut être mis en place. Donc tout ça, ce sont des services qui sont présents sur le campus et qui sont totalement gratuits pour tous les étudiants, avec des délais d'attente qui ne sont pas très longs en plus. Donc voilà, la vie universitaire, elle comporte, et puis bien évidemment, il y a les restaurants universitaires sur le campus. Il y en a un à la faculté des lettres, directement sur le campus, et un restaurant universitaire et une cafétéria. Et lorsque vous êtes boursier, vous avez le repas à 1 €. Donc c'est quand même extrêmement intéressant. Et sinon, c'est à 3,30 €. Donc ça reste et ce sont des repas complets. Vous avez des repas végétariens. Donc vous voyez que sur le campus universitaire, vous avez plein de choses qui sont mises en place pour favoriser la réussite de votre intégration en tant que futur étudiant et pour peu que vous alliez vers les services qui vous sont proposés. La démarche doit venir de vous au préalable, mais vraiment vous avez tout ce qu'il faut sur le campus. Et puis je rajouterai tout à l'heure, je vous reparlerai un petit peu des services qui vous sont proposés sur Cap Avenir. Si je peux ajouter aussi, il y a aussi des services culturels. Enfin, si vous êtes musicien, il y a un orchestre universitaire aussi qui a des répétitions, qui met du coup étudiants, enseignants et puis étudiants du conservatoire, je pense. Ben, voilà, ces possibilités-là. On a souvent aussi des projections organisées au cinéma des studios qui sont gratuites sur présentation de la carte étudiant du BO. Enfin, il y a une offre culturelle aussi qui est vraiment très très importante.
Et puis sur des questions d'accompagnement, on parlait de ce qui est à signaler soit via Parcoursup, soit le plus tôt possible. Je voulais ajouter la question dans la direction des études de la vie étudiante du service en diversité qui s'adresse directement pour les étudiants en situation de handicap. Parce qu'il y a beaucoup d'aménagements possibles à l'université, y compris des aménagements qui n'existaient pas forcément, enfin qui existent, et avec des spécificités aussi à l'université. C'est-à-dire, par exemple, à l'université, on n'a pas d'AESH ou d'assistant, enfin de quelqu'un qui soit là en cours en permanence pour prendre des notes pour l'étudiant, mais on organise des choses avec les étudiants. Donc, je fais un double appel en quelque sorte. Un premier appel qui est pour un étudiant en situation de handicap, que ce soit un handicap physique ou psychique, enfin, il y a un certain nombre évidemment de situations. Il faut faire des démarches relativement tôt avec le service de santé universitaire et avec le service en diversité pour pouvoir bénéficier au plus tôt des aménagements auxquels vous avez droit. Parce que vous avez droit à des aménagements et il faut qu'on puisse les mettre en place le plus tôt possible. Et le deuxième appel que je fais concerne des futurs étudiants, s'ils savent qu'ils prennent bien des notes, qu'ils les prennent correctement, qu'on leur a déjà dit que voilà, ils comprenaient un petit peu les notes, etc. On fait un appel en général à des preneurs de notes en cours, c'est-à-dire que l'étudiant prend ses notes en cours et il met ses notes à disposition d'un étudiant en situation de handicap qui ne peut pas prendre des notes correctement pour X ou Y raison. Et il y a un contrat qui est mis en place et l'étudiant est rémunéré pour ça, pour mettre ses notes à disposition d'un étudiant en situation de handicap. Donc je lance aussi cet appel-là parce que c'est vraiment très important afin de permettre aussi les meilleures conditions possibles de l'enseignement. Et de façon un petit peu plus large, vous verrez aussi souvent des petites annonces pour des devenants de parents, par exemple, qui cherchent des étudiants pour du soutien scolaire. En anglais, par exemple, ou si on breton pour des enfants qui sont scolarisés en quotidien, par exemple. Donc, si vous avez besoin d'un petit groupe d'étudiants, ça peut être aussi une possibilité. Justement, Alors, justement, il faut savoir que si c'est tout à fait possible, vous me contredirez si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est tout à fait possible d'avoir un job étudiant en plus de son année d'études. C'est souvent une des questions que se posent les parents et les futurs étudiants. Et selon le volume horaire que vous avez dans votre job étudiant, vous pouvez bénéficier d'un régime spécifique, le régime de salarié étudiant qui vous permet de à la fois suivre les cours et à la fois être exempté de certaines épreuves, merci, et tout en travaillant, c'est tout à fait possible. Et exactement le même cas on trouve un autre régime spécial étudiant, c'est le régime pour les sportifs de haut niveau. Si vous êtes sportif de haut niveau, vous pouvez tout à fait faire des études dans la filière qui vous intéresse et en même temps continuer la pratique sportive intensive. Voilà. Alors, peut-être y a-t-il d'autres questions ? On n'a pas de questions sur le chat, Margot ? On peut rappeler peut-être la journée porte ouverte ? Voilà, tout à fait. Donc, samedi prochain, nous avons la journée porte ouverte de l'UBO. Donc, c'est une journée qui va de 9h à 17h et au cours de laquelle vous avez... alors, j'ai oublié de vous amener la brochure, mais vous trouvez ça sur le site de l'université. Vous avez des conférences, vous pouvez visiter les laboratoires de langue, vous pouvez rencontrer des étudiants, vous pouvez bien évidemment rencontrer des enseignants. Donc c'est très très intéressant. Il ne faut pas se dire qu'on n'y va pas parce qu'il y aura du monde et vous ne pourrez discuter avec personne, c'est pas vrai. En fait, vous pouvez tout à fait venir et vous aurez la possibilité d'échanger avec les enseignants, avec les étudiants qui sont présents, qui sont là pour répondre à vos questions. Donc c'est vraiment un temps très très important, la journée porte ouverte. Et pour compléter cela, donc si ça vous intéresse, il reste de la place sur les journées d'immersion.
Alors, qu'est-ce que c'est que les journées d'immersion? Les journées d'immersion, ce sont des journées que vous avez, des journées ou des demi-journées, pendant la semaine du 4 au 8 mars, où vous avez la possibilité d'assister à des cours et de manger au restaurant universitaire. Donc, si vous êtes intéressé par ces journées d'immersion, venez me voir à la fin, c'est moi qui gère les inscriptions, et il me reste encore de la place. Voilà. Je ne sais pas si vous avez, s'il n'y a pas d'autres questions, il va me rester à remercier l'ensemble des intervenants et puis vous remercier d'avoir participé. Ah mais non, mais j'oublie plein de choses. J'ai oublié de vous montrer le site de Cap Avenir, site sur lequel vous allez pouvoir, je vais remettre mes lunettes, site sur lequel vous allez pouvoir trouver des informations qui vous sont utiles, notamment pour compléter ce qui vous a été montré tout à l'heure sur les débouchés. Donc, je vous l'ai dit, Cap Avenir, c'est le service d'orientation de l'université. Donc, ça se présente de cette manière-là. Et vous voyez que vous avez une rubrique lycéen, futur étudiant. Dans cette rubrique lycéen, futur étudiant, vous avez une petite rubrique qui s'appelle fiche licence, qui se trouve ici. Et sur cette fiche licence, vous retrouvez donc les différentes licences qui ont été évoquées aujourd'hui. Et il y a une rubrique en particulier que je voudrais vous montrer. Donc, je vais prendre par exemple la licence d'anglais. Et il y a une rubrique qui s'appelle débouchés, sur laquelle on retrouve une carte mentale avec tous les, enfin pas tous, mais une bonne partie des métiers qui sont accessibles avec cette licence. C'est-à-dire on retrouve la licence LLCER au milieu, et puis ça vous emmène vers des secteurs d'activité et des métiers vers lesquels vous pouvez vous diriger en ayant fait cette licence. Donc je sais que ça c'est un outil qui plaît beaucoup aux parents. Et donc, vous retrouvez la même chose pour le breton, la même chose pour l'espagnol, et la même chose pour la licence de LEA, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'on vous dirait un petit mot sur la différence entre LEA et LLCER. Je pense que c'est important qu'on apporte ce petit éclairage. Est-ce que l'un d'entre vous veut le faire ou vous souhaitez que je m'en charge? Oui, je peux dire quelques éléments. Donc, en LEA, c'est langues étrangères appliquées. Hein, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a effectivement des langues étrangères, mais il y a une application. Donc, le mot application est très important. Donc, appliqué à quoi? Donc, au monde du travail, donc de l'entreprise, du commerce. Hein, c'est-à-dire que donc, dans cette licence, vous avez deux langues, l'anglais et ensuite anglais-espagnol ou anglais-allemand ou anglais-chinois, et ensuite les matières d'application. Les matières d'application, c'est économie, marketing, droit, etc. Et donc ces matières d'application sont donc imparties en français. Donc contrairement à LLCER, où tout est en langue étrangère. Donc voilà, ces enseignements sont donc, trois piliers en fait, la langue donc, anglaise, la langue hispanique, germanique, chinoise, et ensuite les matières d'application. Voilà, donc on voit bien la différence entre LLCER qui est plus littéraire, qui a un cursus plus littéraire, et puis, comme vous l'avez dit, le LEA qui est plus appliqué avec des matières telles que l'économie, le management. C'est vraiment la grosse différence entre ces deux cursus. Mais c'est vrai que vous l'avez très bien dit tout à l'heure, on peut hésiter entre ces deux cursus et on voit bien ce qu'il faut retenir aussi de la première année à l'université, c'est que c'est une première année où la transition se fait en douceur entre le lycée et l'université, et notamment ce qui se fait en douceur, c'est cette possibilité de passerelle entre l'une et l'autre, de choix entre l'une et l'autre. Ça, c'est tout à fait, on n'est pas obligé d'être complètement décidé
à la fin de l'inscription à Parcoursup. Ça, c'est vraiment important que vous le reteniez. Voilà. Si je peux juste apporter une précision là-dessus, le principe de l'université depuis la dernière loi licence de 2018, c'est bien justement cette spécialisation progressive. Moi, en tant que responsable de première année d'anglais, vers novembre-décembre, je reçois régulièrement des demandes de réorientation, soit d'étudiants de LEA, mais parfois d'étudiants de mathématiques, de biologie, de filières qui ne sont pas du tout des filières linguistiques, et qui demandent finalement à intégrer à l'LCER à partir du mois de janvier. Et donc on regarde un petit peu, comme pour Parcoursup, on regarde les dossiers de lycée, mais on permet, c'est le principe de cette loi, c'est de permettre justement des passerelles et de comprendre qu'un étudiant peut encore hésiter un peu entre plusieurs filières et donc d'avoir cette possibilité de réorientation en cours de première année si nécessaire. Tout à fait. Avec l'aide de Cap Avenir, si besoin, si on a du mal à le faire tout seul, si on est perdu. Parce que ce qui peut arriver, c'est qu'en fin de premier semestre, on soit un petit peu déçu de ces résultats et on ait une petite baisse de motivation, un petit découragement. Donc, souvent, ce qu'on conseille aux nouveaux étudiants, c'est d'aller discuter avec leurs enseignants, surtout à ce moment-là. Et puis, c'est de ne pas hésiter à venir nous voir à Cap Avenir. On est là pour, quelquefois, on est là pour rebooster un petit peu la motivation, ou on est là pour l'aider s'il y a nécessité de réorientation. Donc, dans tous les cas, vous êtes accompagnés dans cette transition en douceur à l'université. Voilà. Cette fois-ci, je pense que j'ai bien oublié. Je vais vous remercier et puis vous souhaiter une bonne continuation dans vos choix d'orientation. Et on se tient à votre disposition si vous avez des questions plus individuelles. Merci.